Voilà, je ne vais pas besoin de saluer encore. Je crois que nous avons dit nous qui occasion aujourd'hui là, nous avons un ministre de l'économie et des finances. Nous remercions le ministre là parce que c'est peut-être seul dit après-midi il a un libre là. Monsieur le ministre. Bonsoir bonsoir aux téléspectateurs de Télé Métropole et Profine TV. Donc je profite pour saluer les techniciens qui nous assistent cet après-midi, la population haïtienne qui nous observe, qui nous écoute, et je dirais les principaux points qui sont abordés dans le budget 2021-2022. Alors, ministre, en tout de ces tables-là, 2021-2022, nous sommes capables de dire, oh, nous avons un budget ça toujours, et c'est bon le contexte là qui fait que nous sommes dans une situation ça le mois de mai. Bon, il faut dire que la situation, elle est particulière. Donc le budget est préparé et je dirais dans un contexte marqué par 3 années consécutives de décroissance en termes de PIB réel. Donc, comme vous savez, on a eu en début d'exercice des perturbations pendant les mois d'octobre et de novembre, et dû particulièrement à des problèmes enregistrés dans l'approvisionnement du marché en produits pétroliers et les mois initiaux. Donc, à chaque fois, on a dû reprendre et finalement, donc là, on a pu parvenir à finaliser le budget 2021-2022. Très bien. Et mettez pour moi sur l'écran, parce que nous avons une possibilité pour partager à public là, nous avons une possibilité pour faire ça. Et ministre Mbamba, il faut rêver quand même. Nous avons des pressions fiscales dans les pays avancés, dans les pays de l'Amérique latine, de la Caraïbe et de l'Afrique. Deuxième slide là, ça va le montrer nous allons voir côté que au ministre des Finances dans une série de pays, eh bien, il y aurait plus de facilité passer où. Parce que la mise en contexte fait pour nous, on va parler de pression fiscale là, certes. Nous parlons de Cuba, dans la zone, c'est un pays qui a une pression fiscale qui est beaucoup plus élevée devant tout l'autre pays qui existait. Jusqu'à ce que nous arrivions à dernier à Guatemala, et avec la République dominicaine, nous ne pouvons même pas être dans la Bolivie, non, ministre. Nous ne pouvons pas même faire 10% de pression fiscale. Il va mettre des points bas 10 ou pas là. Donc il faut dire, Farel, qu'on est très loin de 10. Parce que pour l'exercice 2020-2021, on était à 5,7 de pression fiscale. Donc là, maintenant, on projette d'atteindre les 6% pendant l'exercice 21-22. Donc, c'est beaucoup d'efforts, c'est une grande ambition, mais on est en train de prendre des mesures, je dirais administratives, beaucoup plus, au niveau de l'administration générale des douanes et de la direction générale des impôts. Donc, nous pensons pouvoir relever le niveau des recettes de l'ordre de 33% par rapport aux réalisations de l'année de l'exercice passé. Donc, tu avais dit qu'on responsabilité, parce que le budget a deux faces. Il faut l'argent entrer pour l'argent qui a sorti. L'argent, l'aile pas entrer à travers la pression fiscale, à savoir comme que, nous pas comme si tu as obligé d'augmenter à cette fiscale. Nous, comme que l'État gagne dehors, sur chaque 100 gouttes d'État gagne dehors, mais comme l'État pas entrer 10. Donc nous commençons par ça, mais nous connaissons tout le public qui va dire, bon, ok d'accord, si vous avez une pression fiscale de 15-20%, qui garantit que nous allons gagner dans un service là. Comment nous avons gardé l'aspect, certainement, mes budgets ailleurs, mais les responsabilités pour nous tous, nous comprendre que mes responsabilités, nous-mêmes, et qui responsabilité l'État, tous les films comme nous. Bon, et nous-mêmes, à travers le budget 2021-2022, et les objectifs qu'on s'est fixés, donc qui va nous permettre de nous attaquer au grand chantier de réforme. Alors, je vais partager ça avec vous. Pour le deuxième document pour moi, côté que le ministère des Finances a préparé, on a pu partager avec le public là pendant que vous allez dire nous là. Donc, on met à ministre. Donc, et on s'est engagé à rétablir un climat politique et sécuritaire serein pour faciliter la tenue des élections en vue du renouvellement du personnel politique.
Donc, vous connaissez, bon, dans le moment où nous sommes là, il y a pratiquement plus d'institutions et au niveau de l'État qui soient tenues, je dirais, selon les prescrits légaux. Donc, nous avons un Parlement qui a fonctionné avec un effectif très réduit. Donc, le Parlement, et c'est une chose. On a au niveau de l'exécutif, et pratiquement c'est le Premier ministre. Il faut qu'il y ait la tenue d'élection pour l'arrivée d'un nouveau président. Donc tout ça appelé pour nous là, il va le transformer en chiffre dans le budget, c'est ça? Oui. Okay. Donc il y a le financement du plan de relèvement intégré de la péninsule sud. Donc on est après tremblement de terre du 14 août. Donc il y a eu des évaluations à être conduites et par le ministère du Plan, assisté de la communauté internationale. Donc on est arrivé à mettre en place un plan de relèvement intégré pour la péninsule sud. On prévoit aussi la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale, PNPPS. Donc il s'agit là d'un document de politique qui a été adopté en 2020. Donc on se propose toujours dans ce budget de financer des campagnes agricoles pour essayer de mitiger la hausse anticipée de l'inflation, notamment à cause des impacts de la crise géopolitique en Europe de l'Est. Donc c'est une inflation qui va être exacerbée par la crise en Europe de l'Est, mais qui était déjà présente, étant donné que nous autres, nous sommes tributaires de l'importation pour plus de 70% de nos besoins. Il y a aussi la mobilisation des ressources domestiques dont je viens de faire mention, la réduction du financement de la Banque centrale. On sait que c'est très nocif, le financement de la Banque centrale est très nocif pour l'économie. Donc, on s'est attelé à réduire le niveau de financement dans le budget 2021-2022 par rapport à ce qu'on a eu en 2020-2021. Aussi, on va continuer avec la mise en œuvre du plan de rationalisation des dépenses fiscales. Donc, et les dépenses fiscales, ça nous est les exonérations, ils ont représenté vraiment un lourd fardeau pour les finances publiques. Donc, on s'est engagé avec la communauté internationale pour travailler à réduire de manière significative sur la durée les exonérations fiscales. Et il y a aussi, c'est un élément très important dans le budget 2021-2022, c'est le relèvement du niveau des salaires dans la fonction publique. Parce que comme vous savez, il y a eu récemment un ajustement dans le salaire minimum et la répercussion, et on doit aussi l'avoir au niveau de la grille salariale actuelle en vigueur. Donc ça nous a porté à revisiter la grille salariale, ce qui va normalement avoir des répercussions de l'ordre de un peu plus de 6 milliards de gouttes sur le budget de la République pour 2021-2022. Alors, on toujours rappeler que le budget, en pile, monde pensait que c'est le budget ministre finance là, pas vrai? On s'en rappelle là, c'est où dit nous. Donc, il faut que nous connaissions ce gouvernement, oui. Et c'est le Premier ministre lui-même qui à travers la lettre de cadrage. Lettre de cadrage là qui a été publiée déjà. Oui. Donc, lorsqu'on dit rétablissement d'un climat politique et sécuritaire, le ministère des Finances n'a pas une capacité pour le faire, ça va vrai? Donc, nous-mêmes, nous avons pour traduire sa politique landienne en chiffres à l'intérieur du budget de la République. Mais son variable, pas contrôler ça. Et bon, nous pas contrôler les variables sécuritaires là, mais nous-mêmes, en dans le budget, nous sommes capables de parler de chiffres qui gagnent, qui pour permettre des moyens qui mettaient à disposition de la police nationale de manière à ce qu'elle puisse répondre. Tout à fait. Je dirais. Bon, pour le deuxième qui intéresse particulièrement, financement plan relèvement intégré péninsule sud, PRIPS. Est-ce que nous allons rendre dans le budget, nous allons descendre, nous allons arriver dans le département sud là, dans le département Grand Est, dans le département Népla, les formules dans le budget? Et oui, Napoli, bon, je vais vous indiquer là où l'argent est placé à l'intérieur du budget. Où qu'on était gagné, ils ont levé de fonds qui était faite, ça a noté les conférences des bailleurs qui étaient faites au mois de février. Et là, il y a eu des engagements à être pris par la communauté internationale. Et le besoin en termes d'investissement public se chiffrait autour de 600 millions de dollars. Mais tout 600 millions pas entré dans cette année.
Non, c'est sur 4 ans. C'est ça. C'est de 2022 jusqu'à 2026. Et l'État haïtien s'était engagé aussi à hauteur de 10 milliards de gouttes sur les 4 ans. Donc, étant donné qu'on est pratiquement à moins de 5 mois de la fin de l'exercice 2021-2022, donc pour cette année, il y a une enveloppe de 1 milliard de gouttes qui est inscrite dans le budget et qui va être réservée exclusivement pour le financement des infrastructures dans les départements affectés par le séisme du 14 août 2021. Quel type d'infrastructure, par exemple? Et bon, là, nous parlons d'infrastructures. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est l'ensemble des entités du gouvernement qui sont présentes dans les départements et qui ont été affectés par le tremblement de terre. Mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale. Nous ne pas rentrer dans le chiffre tout à l'heure là, mais ça nous est son budget côté, ça m'a couru budget longtemps, c'est la première fois que le secteur social là dépassé le secteur économique là. Donc est-ce que phrase ça là, c'est ça qu'expliquer, chiffre-moi dans le tableau. Oui, donc comme on connaît, au mois de décembre 2021, nous avons fait des ajustements, et je dirais très importants, dans les prix des produits pétroliers à la pompe. Donc nous connaissons répercussions l'étaient vraiment fortes sur les couches les plus défavorisées de la population. Et depuis, engagement a été pris pour la mise en œuvre d'un ensemble d'activités devant permettre aux populations de ces couches de respirer plus ou moins. Donc on a mis du temps, mais on a su mobiliser à travers le budget un peu plus de 3 milliards de gouttes. Et là, la différence notable, c'est que c'est un argent qui va être mis à la disposition du ministère des Affaires sociales, même quand ce n'est pas le ministère des Affaires sociales qui va implémenter, qui va mettre en œuvre les mesures. Je t'ai cité par exemple, nous gagnons des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc là, ce n'est pas le ministère des Affaires sociales. Donc le ministère des Affaires sociales, à travers un protocole d'accord avec les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et des Travaux publics, le ministère des Affaires sociales va mettre les moyens à la disposition de ces entités de l'État de manière à réaliser cette activité. Une autre activité, nous gagnons que FAES peut entreprendre pour le compte du ministère des Affaires sociales, c'est par exemple les restaurants communautaires. Nous gagnons la distribution de kits, nous gagnons les cash transferts. Tout ça est fait à travers FAES. Mais l'argent est centralisé de manière à ce qu'on puisse faciliter la reddition de comptes. Donc, c'est concentré au niveau du ministère des Affaires sociales. Moi, ouais, ça vraiment que le ministère des Affaires sociales, budget, c'est peut-être l'un des grands gagnants. Par contre, si l'argent dépensé dans la qualité de qu'est-ce qu'il va l'exécuter, mais c'est une augmentation de près de 243%. Nous avons retourné sur ça, nous ne qu'on en dépense tant, ça ne n'est pas capable de brûler entre eux. Goncoden dit mobilisation des ressources domestiques de manière à être moins dépendant de l'aide externe et aussi rétablir l'équilibre budgétaire. Bon, ça nous voulait dire là, ou qui traduit dans le budget, si vous regardez pour eux dans 2021, les recettes courantes faisaient grosso modo 50% de nos dépenses. Mais là, dans le budget 2021-2022, ça représente environ 57%. Donc les recettes seront en augmentation de 33% par rapport à ce qu'on a eu pendant l'exercice 2021. Mais est-ce que son souhait lié, est-ce qu'on a concrétisé vraiment et qui action a capable de prendre? Donc, jusque-là, on peut dire que la DGI a un bon comportement, même quand on n'arrive pas à couvrir la totalité des prévisions, mais ce qu'il y a en termes d'écart, c'est assez insignifiant. Là où il y a un problème majeur, c'est au niveau de la douane, où les montants collectés ne correspondent, ces quatre, je dirais, et beaucoup de ce qui était attendu en termes de prévision. Donc c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de dispositions qui vont être prises de manière à ce que la douane puisse augmenter en termes d'efforts ce qui doit être fait pour arriver à collecter beaucoup plus. Parce que là, on s'attend à ce que la douane arrive à collecter en moyenne 5,5 milliards de gouttes par mois. Mais, il paraît trop l'exercice fiscal qui a fini là.
Parce que jusqu'à présent, il est nettement inférieur par rapport à DGI. Inférieur par rapport à DGI, bon, il faut dire que la prévision a été à un niveau moins important pour la douane par rapport à la DGI. Parce que la douane et la DGI, c'est environ 71, un peu plus de 71 milliards de recettes. Tandis que pour la douane, c'est environ 48-49%. Ok, on ferme avec perspective macroéconomique là, après ça on a passé dans le chiffre dans le tableau. Vous avez dit tout à l'heure déjà, taux de croissance PIB réel là 0,3%. Est-ce que il n'est pas faible par rapport à 2% en moyenne nous se fait pendant 3 dernières années? Taux d'inflation, c'est peut-être fait mal. Je me rappelle en janvier dernier, dans l'émission qu'on a fait 1er janvier, où tu as attendu que pression inflationniste, ou pas même compte si Ukraine a venu, 27,3%. Là, son situation de près de stagflation, parce que 0,3% pas permettre de créer assez d'emplois pour retirer Mounio la situation qu'il y a avec un taux d'inflation de 27%. Le monde est inflationniste aujourd'hui, mais nous-mêmes, nous prenons devant net là. Bon, au fait, ce qu'on doit retenir, c'est que là, on vient de connaître, l'économie vient de connaître trois années de décroissance successive. Donc, ça va être un grand pas. Parce que là, même avec la communauté internationale, et on dit que même avec 0,3%, c'est vraiment un objectif ambitieux. Mais la différence pour cette année, c'est que là, on va faire en sorte à ce que l'argent qui est mobilisé au titre d'investissement public inscrit dans le budget puisse être matérialisé, c'est-à-dire dépensé effectivement au titre d'investissement public. Ce n'est pas comme pour les années antérieures où le montant inscrit, étant donné qu'on devait à chaque fois pratiquer des coupes dans les dépenses, et à chaque fois c'est les dépenses d'investissement qui faisaient les frais. Donc là, pour cette année, la décision qui est prise, c'est de prioriser les dépenses d'investissement public de manière à booster la croissance pour sortir de cette période, je dirais, de décroissance qu'on a eue pendant trop longtemps. Pour l'inflation, par rapport à l'année dernière, où l'on avait un peu plus de 13% en glissement annuel. Mais pour cette année, comme vous savez, il y a la situation au niveau des amortissants. L'accès pour 4 départements est de plus en plus difficile. Donc, arriver à faire passer des biens et services pour atteindre les gens qui vivent dans ces départements, c'est difficile. Donc, les coûts de transaction sont en augmentation. Et c'est là aussi que l'inflation est le plus élevé. Le taux d'inflation est le plus élevé. Et puis, sans compter, à partir du 24 février, on a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, étant donné qu'on est tributaire des importations, donc le phénomène d'inflation importée, donc, et tout ça, et combiné, nous conduisent à ce taux-là qui est espéré, qui va tourner autour de 27% en glissement annuel d'ici au 30 septembre 2022. Le tableau que HSI publié, Indice prix à la consommation, qui est très intéressant pour nous, pour produits importés, variation prix à plus élevée que pour le niveau local là. Mais est-ce que, malheureusement, pas bon chiffre là, non, on dit comme ça que un mot intéressant, à savoir réduction du financement de la BRH par rapport à son niveau de l'exercice fiscal précédent. Donc, comme il y a un phénomène d'inflation importée, est-ce que nous avons battu nos pressions pour l'inflation monétaire à partir du financement monétaire, nous avons vraiment contrôlé pour ne pas mettre abcès au clou? Bon, ma réponse avec deux éléments. Le premier, c'est que là, on parlait de campagne agricole que nous avons financée, parce que si on parle d'importation, nous avons un phénomène et inflation par l'importation. Donc là, nous-mêmes, nous voulons relancer la production agricole à travers le financement des campagnes agricoles, et notamment pour la production des denrées à cycle court, pour nous capables très rapidement gagner des produits qui sont disponibles pour la population de manière à faire reculer notre facture d'importation. Et là, deuxième élément, c'est arriver à contenir le niveau du financement monétaire et je dirais dans une fourchette qui soit et qui ne soit pas trop génératrice d'inflation. Bon, je l'ai dit tout au début, on sait que le financement monétaire, il est très nocif pour l'économie, au sens où ça peut générer
l'inflation et aussi la détérioration de la monnaie nationale. Donc c'est pourquoi on va s'engager avec la Banque centrale comme on en a l'habitude à travers ce qu'on appelle le pacte de gouvernance. Donc non seulement... Oui, on aura signé très prochainement avec la Banque centrale un pacte de gouvernance de manière à ce que le niveau de financement qui est inscrit dans le budget puisse être scellé. C'est-à-dire c'est un seuil à ne pas atteindre, un seuil à ne pas dépasser. Donc, et nous pensons que par rapport à l'année dernière, le financement va être à un niveau moindre. Donc je peux dire que dans le premier cadre macro qui a été préparé lors de nos échanges avec le Fonds monétaire international, et vraiment on avait ciblé un niveau de financement monétaire qui était vraiment très faible par rapport à l'année dernière. Mais je peux dire après, et je dirais l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc nos prévisions vraiment ont été chamboulées. Parce qu'on a dû tout reprendre, parce que là, envers les compagnies pétrolières, je dois dire, c'est beaucoup d'efforts pour arriver à payer les subventions de manière à ce que les compagnies puissent continuer à réaliser leurs importations pour ne pas qu'il y ait perturbation au niveau de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Moi, on en général, une bave les monter sur pied l'autre et a fait tout change. Ou quitter le Banque centrale, mais le modèle qu'on a là, a quitté tout change que l'offre de financement monétaire ça à partir de l'Ukraine, autour de qui fourchette n'a pas évolué là? Bon, pour le taux de change, et bon, je dis là, je laisse toujours le soin à la Banque centrale de répondre. Mais étant donné qu'il faut qu'il y ait cohérence entre la politique budgétaire et la politique monétaire, donc il y a une fourchette qui est établie et nous pensons pouvoir évoluer à travers cette fourchette. Et de aujourd'hui jusqu'à la fin de l'exercice, on pense que ça devrait se situer autour de 10% par rapport à ce qu'on a jusqu'à présent. Donc pour l'année, globalement, on s'attend à ce qu'il y ait une dépréciation et qui ne soit pas supérieure à 10%. Alors, rendez-vous économique, on est dans un niveau plus élevé, là, petit peuple a besoin qu'on ait exactement. Monsieur le ministre, 110, 115, 120. Bon, c'est difficile pour nous de communiquer. Je vais faire calcul là pour nous. On a besoin de 10%. On a avancé parce qu'il y a regardé nous là à la télévision tout. Donc, pour un tableau pour nous, pour entrer un tableau, on a fait toute mise en contexte là. Voilà le tableau, monsieur le ministre. Donc, ouais, population a accès à lui-même tout. Donc, ça, nous y est là. Nous voyons que vous passez de 193 milliards de gouttes de total ressources à 210,6 milliards de gouttes de total ressources. Oui. Et les sociaux, j'aime de parler à une augmentation d'environ 33% par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière. Donc, et pour l'année dernière, les réalisations étaient de l'ordre d'un peu plus de 96 milliards de gouttes. Et là, on projette d'entrer à travers la DGI et la douane des recettes d'un peu plus de 120 milliards de gouttes. Ça, c'est DGI plus la douane qui bonne ça recette courante là. Oui. On a regardé la télévision là. C'est 120 milliards de gouttes. Maintenant, moi, support budgétaire, pas gros passé. Bon, support budgétaire là, on dit que pas gros, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a bon? Donc là, il y a l'Union européenne, qui est toujours là. La BID, la Banque interaméricaine de développement. Il y a passé dans le support budgétaire qu'on y a. Oui, et la Banque mondiale. C'est ça l'Américain beaucoup. Bon, en général, les Américains, ils ne fournissent pas d'appui budgétaire direct, donc c'est à travers leurs actions, les actions qu'ils ont eux-mêmes ciblées qu'ils financent. Donc pour le grand public à comprendre, 210 la ligne qui paye en net là, c'est montant sa budget, on a porté 120 sous table là, on dit nous, à savoir recette pas nous dans la caille nous, nous avons un support budgétaire de 4,7. Annulation de dette fonds monétaire, elle réduit. C'est construction de faire qui nous utilisons comme là? Oui, bon, c'est pratiquement, c'était un fonds qui est disponible, au fur et à mesure, l'a diminué. C'est ainsi que pour ANEA, donc c'est les dépenses qui vont être engagées
seront couvertes à hauteur de un peu plus de 644 millions de gouttes. Ça n'a fait en bas la ville là pour nous finir avec les buildings, c'est ça ou bien autre bagaille? Et bon, il y a plusieurs éléments, plusieurs projets qui entrent dans le cadre de ça. Okay. Donc pour building ça, bon, ça c'est un autre sujet. Ok. Autre financement interne des projets, 3 milliards de gouttes. Autre financement interne de projet, donc là, nous gagnons par exemple des fonds, nous gagnons le FER, qui est lui-même, et puis le Fonds national d'éducation, FNE. FNE, oui. FER, FNE. Oui. Mais ministre, tu as arrivé dans le pas de possibilité pour ça, c'est pas nous-mêmes qui gèrent fonds ça. Non, non. Donc les institutions. Pourquoi c'est pas publié? Et on va y arriver parce que là, dans les annexes et des budgets, donc on se propose de communiquer, de publier les différentes réalisations. Donc nous sommes capables de prendre en cours pour FNE et dans le cadre de, je dirais, du financement et de l'investissement public, le FNE va contribuer. Et il y a une partie du fonds FNE qui va servir pour renouveler la flotte qui assure le transport scolaire. Okay. Qui veut dire qu'il y a bien plus de nouveaux bus et pour entrer l'école année qui venir, il y a bien de nouveaux bus qui permettent pour faciliter le transport des écoliers. Ça, c'est fonds que nous allons mobiliser pour nous porter support par nous en un budget à 210 milliards de gouttes. Là. Oui. 120 plus 5 plus 644 là, plus 3 milliards. Là. Oui. Donc, c'est comme si ma travail, nous touchons la fin mois, madame nous touche, nous dit chérie, nous mettons comme ensemble, mais comment on va le dépenser. Maintenant, ça va pas arriver à 210 là. Il n'est pas arrivé à 210 là, c'est parce que il y a l'autre financement. Donc, l'autre financement, j'ai inscrit sur le tableau, nous avons les dons et emprunts. Donc, qui sortit de 28, qui passait à 23. Il sortit de 28 l'année dernière, dans l'exercice passé, pour le passer à 23 l'année ça, là-dedans, nous joignent les différentes interventions qui sont conduites par, et je dirais, les bailleurs, les partenaires techniques et financiers d'Haïti. Donc, nous avons la Banque mondiale, la BID, la Banque caribéenne de développement, et l'Union européenne, et la coopération espagnole. Tout le monde a gagné des projets que eux-mêmes ont financés qui viennent comme, je dirais, investissement, mais financés par des ressources externes. Bon, moi, je viens là, c'est comme si on a touché 50 000 gouttes par mois. Nous, avec madame, on y a là, on voulait dépenser 100 000 gouttes. Vous avez dépensé 100 000 gouttes. On y a fait un qui faut cadeau l'argent. Si vous avez famille dans la diaspora avec bon type, ça va pas pour remettre les. Et vous avez prêté sous quartier, vous avez dit point sous quartier pour le mettre. Maintenant, l'autre dit don et un point, nous mettons tout ensemble. Combien que vous présentez donc on peut représenter un point? Parce que don, on va remettre, c'est ça l'avantage que rien, bien comme tu as supposé bien gérer. Mais depuis que on peut remettre, pas vrai? Pourquoi c'est le Taïwan qui prête nous? Et c'est Taïwan qui prête nous, mais Taïwan, bon, on ne connaît pas de nouveau accord avec Taïwan. Et ça, nous gagnons avec Taïwan, c'est le projet d'électricité, le projet de réhabilitation du réseau électrique de la zone métropolitaine. Et c'est un prêt d'un peu plus de 150 millions de dollars et sur plusieurs années. Donc, le gros du financement a déjà été décaissé. Donc, pour cette année, on aura un peu moins. Mais sinon, le gros, c'est des dons. Donc, vous avez dit un point nettement inférieur par rapport à dons. Oui, okay. Oui. Qu'on y a là, gagner financement externe, il y a financement interne. Donc, à l'entrée, qu'on y a un bon du trésor qui pourrait être plus ou moins stable, augmenter de 483 millions de gouttes, il était à 12 milliards de gouttes. Financement Banque centrale l'a passé de 47 à 46. Donc, au total, nous avons 59 milliards de gouttes, monsieur le ministre. Oui, 59 milliards de gouttes. Bon, l'année dernière, nous avons projeté normalement en termes de bons du trésor récoltés sur dans le système bancaire 12 milliards de gouttes, mais en net, on a obtenu un peu plus de 5 milliards. Pour cette année, je peux dire qu'il y a un peu plus de liquidité sur le marché. Donc, les premières opérations ont été concluantes. Donc, c'est pourquoi, et pour ne pas trop
utiliser le financement monétaire. Donc, on a privilégié les bons du Trésor qui vont passer de 12 en termes de prévision à 12,4 dans le budget 2021-2022. Et me connaît le Bralvini pour le financement de la Banque centrale. Donc, comme je vous disais, par rapport à ce qu'on a eu dans les travaux initiaux et qu'on a eu à conduire, on tablait sur un niveau de financement, je dirais, qui est très loin de ce qui est retenu dans le budget 2021-2022. Comme je vous dis, donc à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, on est obligé de revenir dans les coupes pour, dans la dépense, couper beaucoup plus. Et puis, parce que le budget, en bout de ligne, c'est un exercice dans lequel il faut qu'il y ait un équilibre. Tout à fait. Ça veut dire que les dépenses doivent correspondre aux rentrées. Exactement. Et financement monétaire, lui-même, il est plus inflationniste que le bon du Trésor. Là. À qui ton intérêt ou bon là pour si m'dagonti comme d'aller acheter bon? Bon, les bons du Trésor, bon, bien entendu, ce n'est pas encore ouvert au grand public. Okay. C'est le système bancaire qui, normalement, achète les bons du Trésor. Est-ce qu'on a un taux qui est assez intéressant pour le monde? Bon, je n'ai pas le taux là en tête, mais c'est un taux qui est intéressant parce que là, le secteur bancaire, nous, il est toujours intéressé à bon du Trésor et on fait de son mieux pour respecter les échéances. Donc, c'est pourquoi nous Kimbeli avec un montant qui est assez important au niveau du financement. Chaque côté qui a un problème par eux, les cas peut-être moins inflationnistes, mais quand même, pour un service de la dette d'ici quelques instants. Bon, monsieur le ministre, vous allez permettre que je sorte dans le tableau pour eux, je connais un petit tableau pour la population. De changer pour moi là, pour nous, ministre, là, nous allons entrer dans la dépense pour nous, la parole vérité. On va arrêter dans le pour eux, monsieur le ministre. Mais nous avons un petit schéma pour nous faire qui permettent que la population comprenne beaucoup plus facile. On regarde les sorties au Kounia là. Qui s'est remarqué, et aussi je n'ai pas parlé de toute prévision qui était faite en début, et m'a prouvé le budget quelque temps, moi, ouais que le secteur économique là, 40,7 milliards de gouttes, parce que les 210 milliards de gouttes, et mettez pour moi, prochain, moi, tout est dans le troisième, dans le graphique du budget. Côté que 210 milliards de gouttes, là, il y a 4 grands secteurs que le ciblé. Le secteur économique, le secteur social, le secteur politique et le secteur culturel. En général, le secteur économique, là, c'est qu'on ne peut plus gros tranche gâteau, mais nous, ouais, sur ça que nous dit, la vision que nous gagnons, ça nous fait pour aller après d'action, nous voyons que le secteur économique là passé en bas secteur social. Le secteur économique là prend 40,7 milliards de gouttes. Secteur social là prend 42,4 milliards de gouttes. Donc, nous avons la différence là. Secteur politique là prend 33,6 milliards de gouttes. Et le secteur culturel, vous mettez descendre. Deux prochains slides. Le prochain slide. Voilà, mettez là moi. Nous avons cœur, nous avons gâteau, qu'on y a comment la séparer en quelque sorte secteur culturel là par 3,1 milliards de gouttes. Pour le public là bien comprendre, lorsque vous mettez budget en place, bon, c'est secteur politique là qui exécutif là pour dépenser comme là, bien que il y ait un organisme autonome qui l'a dedans, indépendant là-dedans tout, mais un bon parti dans comme là, 57% dans comme là, c'est eux qui prennent en quelque sorte. Donc voilà la situation. Expliquez-nous qui changement de fait là et comment décision a été prise pour nous sortir moins comme pour le secteur économique là et n'allouer plus comme le secteur social là où tu as commencé par quelques analyses tout à l'heure là. Bon, pour le secteur social là, et pratiquement, si nous regardons, j'en ai dit tout au début, après c'est le ministère des Affaires sociales qui pratiquement a un budget augmenté de près de 250%. Et la raison, elle est claire, c'est que c'est le ministère des Affaires sociales qui va être porteur, je dirais, du programme social du gouvernement. C'est bien précisé, même quand il y a gagner l'autre entité dans l'État qui va venir et appuyer le ministère des Affaires sociales, parce que le ministère des Affaires sociales n'a pas gagné compétence, n'a pas gagné toute expertise nécessaire pour impliquer dans la réalisation des différentes activités et contenues dans le programme social du gouvernement. Donc, c'est ainsi que nous avons une enveloppe ministère des Affaires sociales là, qui passé environ Donc, est-ce que c'est le ministre qui a retiré moi parce que je regarde TPTC, le budget 2021, il a gagné 28,9 milliards de gouttes, qu'on y a passé à 16,9 milliards de gouttes, qui avait dit une contraction de 41,6%. Est-ce que vous avez dit que
même le COB là, descend à l'affaire sociale là, mais il y a des exécutions, c'est TPTC qui va l'exécuter. Oui, ça c'est en partie. Même pour le ministère des Travaux publics, et ça pour nous prendre en compte, c'est que il y a une partie qui que le Travaux publics pour l'exécuter qui est inscrit dans le programme social gouvernement, il y a l'autre partie qui est inscrit dans la reconstruction de la péninsule sud, il y a l'autre partie qui est inscrit là-dedans, et le gros du mouvement, parce qu'elle est chuté, et chute là, est imputable en grande partie à ça. Nous gagnons des projets qui étaient concernés EDH, nous prenons financement et Taïwan. Financement Taïwan, saleté l'année dernière en termes de montant provisionné, donc les baissé considérablement parce que un paquet de travaux qui fait déjà, donc pour année ça, après moins de décaissement et comme ça est inscrit sur le ministère des Travaux publics. Ok. Moi, le ministère plan font augmentation considérable de près de 60%. De 5,4 milliards de gouttes alors qu'elle gagne 3,4 milliards de gouttes l'année dernière. Qui ça en fait le plan? Et pour le ministère du plan, c'est vraiment une très belle question. Ministère du plan, tout à l'heure, tu as parlé de PRIPS, le programme intégré, le programme de relèvement intégré de la péninsule sud. Étant donné le contexte, il est difficile, nous avons préparé le budget parce que nous avons des échéances qui étaient vraiment très très courtes. Donc, pour COB qui est réservé pour programme relèvement, plan de relèvement intégré de la péninsule sud, là, qui peut être exécuté par différents ministères, comme ça, nous parlons de 1 milliard, les comptabilisés au niveau du ministère du plan. Ah, d'accord. OK? Donc, l'autre partie, c'est régularisation. Parce que dans le début de l'exercice, là, c'est-à-dire au mois de décembre, le gouvernement a gagné un programme d'urgence qu'il a mis en place, qui était fait un peu plus de 1 milliard de gouttes. Et ce montant était tiré du ministère de la planification et de la coopération externe. Même quand il y a une augmentation, il y a une partie qui vient régulariser, et puis l'autre partie, c'est pour la reconstruction dans la péninsule sud. Qui veut dire, même quand il est inscrit dans le ministère du plan, c'est les autres ministères qui vont exécuter, qui vont réaliser les dépenses. Donc, si je fais un check-up sur le fonds communal, je suis capable de voir l'argent qui va passer dans la zone d'assurement. Et le ministère de l'Agriculture, où dit que pour gagner des campagnes, mais moi, remarqué que le budget baissé. Le budget ministère de l'Agriculture est baissé. Et on prend en compte les gains des projets qui sont exécutés, tant qu'on soit aller dans le financement sur ressources externes. Nous avons gagné une baisse par rapport à l'année dernière, qui veut dire qu'une série de projets qui étaient dans l'implémentation, le projet ça a fini. Donc, on vient gagner moins de financement pour le ministère de l'Agriculture, mais en termes d'efforts national, donc qui veut dire ministère de l'Agriculture, nous prenons en compte, parce que nous parlons de financement campagne agricole, et sans compter, m'a retourné encore dans le niveau ministère de la planification, une partie dans le ministère de la planification qui pourra aller servir pour financer campagne agricole que le ministère de l'Agriculture pourra le porter. Qui veut dire, même quand on enveloppe là comme ça, là, on prend partie qui est dans le ministère du plan, dans le cadre PRIPS, il pourra le retourner venir dans le ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Environnement, c'est la première fois dans la ville, il va gérer tout comme ça. Bon, ministère de tout comme ça, 2,5 milliards de gouttes. Et l'année dernière, il y a eu une enveloppe 1,7 sur le ministère de l'Environnement. Et malheureusement, tout nous pas arrivé à exécuter en termes d'investissement public ça qui était de fait. Pour l'année, nous avons des projets qui sont supportés par l'international, qui a venu sur des projets pour financer le ministère de l'Environnement. Il y a bien ça parce qu'on connaît que le tremblement de terre a saccagé l'environnement dans le sud, en pile, la grandance, la NIP, déchiré parfois des terres qui se capent ça là-dedans. Maintenant, on va regarder dans le secteur social, là, pas un ministère pas joué une augmentation. Même l'éternel oublié, le ministère des Conditions féminines. Nous allons commencer avec le ministère de l'Éducation nationale et qui joue une augmentation de 11,2% à 27,6 milliards de gouttes. C'est le champion
au niveau du budget. Ministère santé publique, bon, qui est capable de demander plus, mais quand même, il y a une augmentation de 18,4% à 8,8 milliards de gouttes. Nous parlons de l'affaire sociale déjà, et grand bénéficiaire là, il est passé de 1,4 à 4,9, 243% d'augmentation. Jeunesse et sport augmenté de 14,4%, conditions féminines augmenté de 8%. Donc, est-ce que champion, c'est le secteur social? Bon, on est capable de dire au détriment du secteur économique parce qu'ils sont des alliés, des pas trop longs, soit après tirer sur l'une, ils pas tomber sur l'autre. C'est quand même un bon bagage pour les qui ont l'aspect social, mais il faut faire l'argent pour être capable de faire social là. Bon, et alors, malheureusement, nous avons une augmentation dans le secteur social là, et hormis pour le ministère des Affaires sociales, qui lui-même, ses projets sont inscrits au niveau de l'investissement public en dans le budget. Mais pour l'autre, étant donné que je parle au début de l'augmentation de la masse salariale, au Palais, l'éducation nationale, c'est environ 40 000 enseignants. Qui veut dire, là, nous prenons impact ajustement, donc, il paraît au niveau ministère de l'Éducation nationale, mais c'est beaucoup plus en termes de salaire. Donc, 40 000 personnes qui travaillent dans le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Santé, c'est combien? Et santé, c'est environ 14 000. Et bons amis policiers. Et la police, c'est un peu plus de 14 000, même quand il y a des travaux qui sont en cours pour essayer d'assainir la feuille de paix de la police nationale, parce que nous connaissons toute administration publique là traversée par une crise. Et il y a une question d'insécurité, et puis nous avons un TPS qui aux États-Unis, en pile dans fonctionnaires publics qui ont une possibilité de rentrer sur voyager, aller aux États-Unis, il y a un pile qui était dans le pays États-Unis, donc qui fait qu'au niveau de l'administration publique, il y a un volet profiter pour m'aborder, c'est que là, nous avons fait appuiement dans les feuilles de paix. Donc, je veux dire, nous avons commencé avec payer par virement bancaire, nous obligés malheureusement, même quand ça nous coûte beaucoup, parce qu'il faut que nous allions acheter chèque vierge pour nous faire impression, on va nous sommes censés quitter, mais qu'on y a obligé de retourner, parce que faut que nous assainir feuille de paix l'État pour les gens qui étaient dehors, nous sommes capables de retirer dans la fonction publique. Là. Qui t'a voulu dire que les gens qui ont dans TPS, ils prennent l'argent de l'État toujours? Et jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est ça que fait en pile institution, mandé ministère des Finances pour payer les gens par chèque et de façon à ce que les gens qui ne peuvent pas réclamer chèque, soient capables de retirer sous feuille de paie l'État. Je profite pour me dire par rapport à la police que vous souhaitez évoquer là, gagner une décision très importante qui prend pour les policiers. Parce que dans le budget 2021-2022, il y a une ligne qui est inscrite qui pour prendre en compte les policiers qui seraient victimes dans l'exercice de leur fonction. Okay. Un bagage spécial là. Un bagage spécial qui est entré dans le budget à ça. Donc, Nabdil, numéro 1 dans le budget, puis gros tranche là, c'est le secteur social avec 42,4 milliards de gouttes, ça représente 20,1% du budget. Secteur économique a passé en deuxième position qu'on y a, là, 40,7 milliards de gouttes, ça fait 19,35% du budget. Secteur politique là, 33,6 milliards de gouttes. Et qui beau changement fait là-dedans là? Secteur politique là, et si nous regardons, par exemple, côté qui gagne en pile coupe, au niveau de la présidence. Bon, pas le président. Eh bien voilà. Donc, qui veut dire qu'il y a un pile coupe qui fait. Ça a été là 1,5 milliard de gouttes là. C'est pratiquement les salaires, parce qu'il y a l'administration du palais qui continue à fonctionner. Donc, nous gagnons, c'est aussi valable pour le niveau primature. Nous avons des coupes assez conséquentes qui font tout dans les dépenses au niveau de la primature. Primature passée de 2,3 à 2,2 milliards. Présidence passée de 2,4 à 1,5. Et la justice est augmentée. Oui, la justice augmentée, là, c'est des signaux. Oui, la police, c'est beaucoup plus la police parce que là, il y aura des investissements dans le budget pour la police. Parce que nous avons parlé, il y a un objectif nous, à travers le budget, c'est rétablir un climat serein qui puisse faciliter la tenue des élections. Affaires étrangères étaient stables. Et affaires étrangères, lui-même, nous gagnons, nous dit qu'il était stable, il y a des aménagements qui sont faits à l'intérieur de l'enveloppe. Parce que pour nous prendre en compte, parce que là, nous considérons
et moun qui représentent dans le pays étranger, il y a toujours des retards de 7 mois, 8 mois. Ça qu'explique ça. Bon, il y a écouté nous là, on tire explication. Bon, au fait, il faut que nous reconnaissions nos effectifs en termes de représentation à l'étranger qui pléthorique. Affaires étrangères? Oui. À savoir, et mon cap travail de mon cap travail de donc là, les dollars montent, euros montent, même c'était très mal. Voilà, qui veut dire pour nous faire ajustement ça, c'est ça qu'il faut, ouais. Il y a plus ou moins, sinon c'est des coupes nous faisons dans le ministère des Affaires étrangères, bien entendu dans son fonctionnement, nous faisons des coupes, mais qui permettent nous adresser problèmes et compatriotes qui là-bas, premièrement pour réduire le nombre de mois, nombre de mois en termes d'arriérés de salaire, et puis en plus compenser par rapport à la dépréciation de la goutte, parce que Mounsayo, c'est un dollar américain, nous payons. Donc, le taux de change là, il augmenté, ça fait l'État dépenser plus good pour l'acheter dollars pour le capable de payer mon dans le pays étranger. Pour expliquer par ça tout, il faut comprendre ça. Les chargé et nous capable de dire consulat avec l'ambassade de l'autre bois. Donc, ça c'est un problème lié pour nos locaux. Nous ne pouvons pas faire comme nous pour eux. Donc, on croit que pas de gain de spécial, tu n'as pas tiré attention. Bon, et le ministère de la Défense qui était à 1,5 milliard de gouttes. Ministère de la Défense, bon, tu as gagné des engagements qui te prennent depuis l'année dernière, qui te reportés sur l'année ça, qui fait que même là, nous faisons des ajustements au niveau des dépenses de fonctionnement qui permettent nous d'adresser des problèmes de salaire qui te gagnent dans le niveau des ministères. Ça. Secteur culturel, 3,1 milliards de gouttes. Bon, c'est capable de dire, c'est mon qui pauvre sous quartier. Par rapport à 30 milliards, on a parlé tout à l'heure, 3,1 milliards. Le ministère de la Culture était plus ou moins stable, le ministère de la Communication plus ou moins stable, que le pas changé, donc 3,1 milliards de gouttes, c'est un petit peu ça que le secteur culturel a représenté. Oui, alors ce que je voudrais souligner, c'est que même là où le ministère a plus ou moins été stable dans le niveau budget, mais dans le niveau des dépenses de fonctionnement, il y a des coupes qui réalisées, parce que on a tout ministère, nous fait ajustement salarial, qui veut dire nous couper comme dans l'autre dépense de manière à ce que nous arrivions à adresser le problème de salaire. Donc c'est bien un service là qui diminue. Oui, bien un service là, il diminue considérablement. Et l'autre poste, peut-être au Capral Vinsouli, qui coûte nous en pile, c'est les dotations au secteur énergie. Oui, ça me quitte le pour ça est gros sur la fin. Quand on a regardé le pouvoir judiciaire là, qui est indépendant, lui-même tout, 2,3 milliards de gouttes, donc pas de gros changement fait là-dedans. Pouvoir législatif, ça on a discuté ça le 1er janvier, pas vrai? Il est sorti de 4,09, mais il était quand même à 3,4 milliards de gouttes. Je vais vous expliquer. Pour concernant le pouvoir législatif, lui-même tout le des coupes qui est moins important par rapport à l'autre. Et tout le monde est qu'à attendre, étant donné que le Parlement ne fonctionne pas. Et comment se fait-il qu'il y a autant de dépenses à être exécutées pour cette entité? Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau du Parlement, donc c'est le cas pour certains ministères, et c'est le gros, c'est les salaires. C'est les salaires. C'est un problème qui doit être adressé. Parce que nous avons un effectif vraiment pléthorique au niveau du Parlement. Que ce soit au niveau de la Chambre des députés. Oui. Parce qu'en termes de dépenses de fonctionnement, pratiquement tout est sous contrôle. Mais c'est les salaires. On ne peut pas ne pas payer. On ne peut ne pas payer les fonctionnaires. Qui gagne la Chambre là? Bon, là, je n'ai pas un chiffre là exactement, mais c'est vraiment beaucoup de gens. Et pas dans le TPS même? Non, nous faisons paiement spécial tout pour eux, qui est dans le TPS, qui permettent nous à réduire tout la masse salariale. Mais il faut du temps pour nous voir qui ça s'abaille et travail n'a fait qu'on y a en termes de paiement spécial. Le président sénateur là parce que le budget là c'est de 2,4 à 1,8 oui. 2,4 à 1,8 et nous disons c'est dans le niveau bon. Si nous prenons le Sénat, il y a des dépenses qui étaient beaucoup plus liées à la présence même des sénateurs. Donc dépenses ça bon nous faisons des économies sur eux. Et puis, comme toute l'autre institution, dans les dépenses de fonctionnement, même genre tout, il y a des coupes qui fait. Donc, et même genre, c'est même logique là qui servit pour tout. Donc, l'autre point, dans le budget, ça peut-être qui pas trop apparaître, c'est que les institutions impliquées dans le contrôle. Parce que là, on travaille pour une amélioration de la gouvernance. Donc, institutions qui impliquent dans le contrôle, si vous regardez dans le détail, dans l'institution indépendante,
ou après, la Cour supérieure des comptes, il faut que tu rentres dans l'autre budget pour ULCC, UCREF, et IGF, ou après institution, ça y est. Ça aussi, là, c'est dans le budget primature, parce que je ne vais pas éclater, non? Et non, tout part dans primature, si on peut citer CNMP, CNMP en dans primature, UCREF, il est dans le ministère de la Justice. Okay. Et ULCC avec IGF, il est dans le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, nous faisons en sorte à ce que le signal n'a pas population et communauté internationale, nos partenaires techniques et financiers, c'est que ces institutions-là, on est en train de les renforcer. Okay. Organisme indépendant, 3,06 milliards de gouttes, et nous avons stable, même des changements que fait dans l'organisation. Le coût supérieur des comptes passé de 880 millions à 1 milliard. Bon, pour le coût supérieur des comptes, moi, je dis là, son organe de contrôle, et je dirais, il y a un plus important organe de contrôle nous gagnons. Dans le courant de l'année dernière, nous songeons la Cour supérieure des comptes sorti côté le nouveau bâtiment. Et bâtiment ça il faut beaucoup pour les entretenir. Donc et en plus, nous connaissons avec des coupes sévères au niveau de distribution électricité. Donc pour qu'un et en marche les générateurs au niveau de cette institution, donc il faut quand même mettre les moyens. Donc là, vous connaissez après ajustement prix produits pétroliers, côté ajustement est fait à plus de 100% sur le diesel, donc ça vient faire que des gains et des bagages. Et puis en plus, au niveau de la Cour, il y a de nouveaux monde qui peuvent l'entrer pour faciliter le contrôle. Donc nous sommes obligés d'adresser tout problème ça. Ou la mauvaise position comme ministère des Finances pour gérer l'argent, couper l'argent à droite à gauche. Même pas c'est un aspect de gouvernance qui peut venir là tout. Sur tout building ça au même côté, il faut d'accord commencer à faire gouvernance commune pour gérer espace là ou lieu qu'on a mis un paquet mon dedans parce que chaque building ça vraiment combien d'étages ça coût pour gérer là à augmenter ou même le ministère des Finances va bataille pour eux mais il faut qu'il y ait une gestion. Bon, c'est que OMRH est capable de prendre l'importance pour ça. Oui, ça on est conscient de cette situation. On est conscient de cette situation mais dans le projet initial, c'était prévu que chacune de ces entités allait avoir sa propre génératrice. Mais pour la Cour des comptes, pour la Cour des comptes, on peut dire que c'est la Cour des premiers à aller dans ce sens-là, parce que les tout près bâtiment ministère de l'Économie et des Finances, qui a gagné la Direction générale des impôts, qui a gagné l'administration générale des douanes, là, c'est convenu, on va mutualiser. Donc, qui veut dire, actuellement, nous sommes en phase d'expropriation pour nous capables de mettre en place un mini central pour desservir au moins les buildings qui vont être réservés pour la GD, la DGI et le ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre Papton, dans notre document, dit tout à l'heure, là, soit fait élection, mais est-ce que chiffre a exprimé ça? Et c'est pour t'expliquer. Moi, le conseil électoral, là, tu as gagné l'année dernière 618 millions de gouttes, pardon. Qu'on y a passé à 436,8 millions. Moi, ça sur Internet, déjà, dit, est-ce que le gouvernement a fait élection? Oui. Et là, nous parlons de deux choses différentes. Bonne explication. Et la première, c'est que pour conseil électoral provisoire, nous comprenons qu'il y a deux volets. Il y a un aspect personnel, il y a un volet personnel, il y a un volet fonctionnement. Donc les coupes qui sont réalisées au niveau de l'institution, de chaque institution, c'est en tenant compte du niveau d'exécution de budget. C'est vraiment au niveau du CEP, depuis le moment pas là, il n'y a pas eu d'ordonnateur qui veut dire qu'on série de dépenses qui n'est pas faite. Mais n'empêche que comme nous quittons, c'est comme qui permet le conseil électoral là, lui-même, il prend en compte les salaires des fonctionnaires plus un minimum en termes de biens et services. Mais l'autre volet qui concerne les activités électorales, ça c'est autre chose. Donc il parle d'un budget 22-23? Non, il y a un montant quand même qui est inscrit pour des activités électorales. Dans le budget ça? Oui. Mais côté le passé? Et au niveau de ça nous est intervention. Haute intervention? Oui. On a privé là tout à l'heure. Et protection citoyenne, même comme là, bon. Par contre, tu as fait 2 jours à l'Université de l'État d'Haïti, même dans des
Monsieur a frappé nous fort, je dis. Le budget en augmentation quand même. Asphyxié. Non, au fait, l'asphyxie dont on parle, donc ça c'est le mot qui est utilisé par tous les ordonnateurs. C'est vrai, en situation normale, le ministère ne fait pas trop d'arbitrage quand il y a la trésorerie qui est disponible. Mais le pas de trésorerie, donc on est obligé de nous ajuster, parce que si nous pas fait ça là, on n'aurait pas pu boucler le budget. Et puis qui ça goûte la tapis jeudi? Parce que nous obligés de faire des compressions au niveau des dépenses de fonctionnement dans les biens et services, et ça c'est valable pour toutes les entités. Quitte ces primatures, quitte ces palais national, quitte ces ministères des Finances, nous gagnons des coupes qui faites au niveau du budget de fonctionnement. Donc, l'université, puisqu'elle fait partie de l'institution haïtienne, même genre avec toute l'autre, il y a des coupes qui faites là-dedans. Vous comprenez? C'est l'arbitrage. Mais dans le budget là, le budget de l'université, oui, passer de 1,4 à 1,5 milliard. Oui. Même bon, c'est tout. Faut mon université font tirer fort tout. Et dans sommet finance, on fait un débat sur ça. Et un modèle mondial qui existait. Et l'université n'a pas arrêté de comprendre tout. C'est l'État qui va tout comme tout, parce que le débat est capable de faire recherche et développement. Il est capable même d'offrir service tout à des entités publiques. Ça n'a pas de là, mes amis. Et du coup, pas arrêter de goûter comme on prétend dans le budget de l'État. L'État lui-même, il est pour un pays pauvre, éducation et secondaire, tout ça. Il même faut faire travail pour vendre tout en quelque sorte. Nous devons une concurrence dans la consultation pour nous capable de dire parce qu'il faut payer les professeurs bien, mais l'État n'est pas capable de faire dans ce sens. Donc, nous croyons que nous voyons partie plus facile là. On entre dans l'équipe sérieux à Kounia. Autre intervention. Oui. Ça, monsieur le ministre, vraiment, nous. Alors, bon, me dit, pour me faire un résumé, parce que nous avons publié plein d'informations. Nous sommes pour le secteur social, secteur économique, secteur politique, secteur culturel. Donc, il y a 119,8 milliards de gouttes, soit 57% budget passé dans 4 secteurs, ça, dans l'exécutif là. Mais pas passé simplement dans l'exécutif, tout l'argent budget. Nous parlons de pouvoir législatif là pour 3,4 milliards de gouttes, ça ferait 1,6%. Pouvoir judiciaire, 2,2 milliards de gouttes, 1,1%. Les organismes indépendants, nous parlons de là, 3,06 milliards de gouttes. Nous avons dans deux bagailles qui sont extrêmement sensibles, c'est le service de la dette là avec haute intervention publique. Nous voyons comment l'État a prêté comme pendant 20 dernières années, 30 dernières années. Le service de la dette, monsieur le ministre, 33,4 milliards de gouttes. Donc si nous regardons le service de dette là, il est en troisième position avec le secteur politique là, la quantité de cob qu'a dépensé hors service de dette là, son cob qui était dépensé dans le passé qu'on a payé pour lui. 33 milliards de gouttes là, loup, monsieur le ministre. Oui, donc là c'est un cercle vicieux. Si nous prenons par exemple, nous sommes parlé de bons du trésor, et l'année dernière, nous avons réalisé en net un peu plus de 5 milliards, soit 5,6 milliards. Année ça, nous mettons à 12,4 milliards de gouttes. Qui veut dire chaque fois que nous faisons émission de bons du trésor, nous attendons à l'échéance, il faut que nous payions et le capital et les intérêts. Normal, donc qui veut dire nous-mêmes jusque-là, nous avons un service de la dette qui est en explosion, mais je dis là, c'est le fruit de ce qu'on a eu. OK? Donc nous-mêmes, nous faisons dette, des fois, où mettre des bons du trésor, c'est pour permettre de payer un bon qui arrivait à échéance. L'année dernière, moi, nous avons projeté 12 milliards, c'est 5,6 nous sommes arrivés à entrer. Parce que même le fait émission, comme qui est entré, il n'est pas venu en termes de trésorerie fraîche, mais c'est de préférence pour payer ça au même où tu es gagné, pour te payer comme engagement. Donc, année, ça a une augmentation. Et il y a les bons du trésor, parce que normalement, nous supposons comptabiliser bons du trésor là, au niveau de dette, et puis nous avons un paquet de dettes qui arrivent à échéance, et nous continuons, tant que nous prenons Venezuela, dette nous envers Venezuela seulement, l'effet est près de 1 milliard de gouttes. On dit, grosso modo, 10 millions de dollars par mois. Par mois. 10 millions de dollars par mois. Si vous prenez même seulement 10 millions multiplié par 12, ça fait 120 millions de dollars. 120 millions de dollars. Oui. Et
génération qui était en 2010, qui était peut-être 10 ans, donc ouais, à 20 ans, donc j'avais payé ça Oui, par la suite. oui. Ça, vraiment, il passe à 33,4 milliards de gouttes, c'est très très lourd. Maintenant, nous avons haute administration et haute intervention publique là, il était baissé. Dotation spéciale subvention au secteur de l'énergie, passé de 9 milliards de gouttes à 27,6 milliards de gouttes, soit une augmentation de 207%. Bon, là, nous répondons aux exigences. C'est que nous dit le document de budget qu'on est en train de vendre, document ça, lui-même, lui supposé un document qui est transparent, un document qui est vraiment crédible. Donc c'est au nom de cette crédibilité que nous comptabilisons la subvention des produits pétroliers. Donc où elle passait de 9 à 27, soit 18,6 milliards de gouttes d'augmentation. Donc, sortez fin décembre, disparaître et dérapage net. Non, il était disparaître et ça fait déjà longtemps. Comme le gouvernement lui-même était pris temps avant, les Kembe, une série d'engagements, il prend, notamment accompagner la population, les couches les plus vulnérables. Ça te prend temps avant de mettre en place programmes sociaux. Donc, qui fait que là, dans le budget, ça, nous obligés de prendre en compte à travers une ligne qui c'est dotation au secteur de l'énergie, qui donne la subvention accordée à l'EDH. Combien d'EDH dans ça là? EDH, grosso modo, l'État supposé autour de 9-10 milliards. Donc, les 27 milliards là, EDH, il y a à peu près 10, reste là, c'est pétrole net. Tout c'est pour la subvention des produits pétroliers. C'est des choix difficiles, oui. C'est qu'il suffit, l'enga des budgets, nous, le gouvernement a supporté social, le gouvernement a supporté subvention, mais finalement, où tu doit ajuster prix à prendre comme ça, ou bien plus social. Bon, et. Côté, il y a plus facile de me dire ça. Bon, oui, on comprend. L'ajustement, c'est le passage obligé. Mais, dans le moment où il est là, il y a difficile, pendant que la population est en train de, je dirais, et subir. Ouais. Nous gagnons le poids de l'inflation, nous gagnons l'insécurité, nous comprenons. Donc c'est difficile pour la population de porter tout ça en même temps. Ouais. Parce que dès qu'on dit ajustement, c'est sûr que la répercussion, elle est immédiate sur les couches les plus défavorisées de la population. Donc en tant que responsable... Mais ça, la subvention, ça me la donne même. Et oui, ou la donne, et tout l'autre monde la donne, monde qui n'a pas besoin, et l'administration publique la donne tout. Qui veut dire, on est conscient, c'est pourquoi on avait pris la mesure en décembre 2021 de sortir de la subvention pour au moins 2 produits, 2 des 3 produits, mais là, nous avons une situation qui était commencée à inverser, mais avec la guerre en Ukraine, donc c'est vraiment la catastrophe. Et plus les jours passent, et c'est plus l'étape difficile pour ou même arriver à boucler le budget, parce que chaque jour, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Parce que la fluctuation est telle sur les prix des produits pétroliers, sur le marché mondial, qui fait que même les gens les plus avisés, les plus expérimentés, arrivent difficilement à poser des hypothèses qui soient crédibles, qui puissent traduire vraiment ce qui est attendu. Donc on est obligé de nous ajuster, c'est vraiment à chaque arrivage. Et vous connaissez les produits pétroliers, l'État lui-même les retire, c'est les compagnies qui importent. Donc, pour pas de problème sur le marché, l'État est obligé de faire provision, il connaît le gain de subvention qui baille pour monsieur secteur pétrolier qui a continué à faire importation. Il faut qu'il y ait même tout, il y ait une prévisibilité, il y aurait que l'État va accumuler arrière. Parce que si l'État a accumulé arrière, c'est produits pétroliers qui ne peuvent pas gagner. Maintenant, ça pour le public la comprendre. C'est pour exactement clair et bien content, monsieur le ministre, vous venez là, vous prenez tout ça. Et pour nous garder les chiffres, nous pas préparer l'émission avant, c'est un chiffre, c'est comme tout à l'heure dans le Parlement là, pour députés et sénateurs. Avec des chiffres, là, nous ne respectons pas des chiffres trop, mais 60 milliards de gouttes, 200 milliards de gouttes là, il y a 33, c'est service de la dette, et près de 28, c'est subventions, donc près de 10 de EDH. Il reste là un cob que nous ne pouvons pas les payer, c'est bien, mais il y a un coût parce qu'il est capable de faire pile bagaille tout, que le dans la santé, que le dans l'éducation, que
que le dans protection sociale là tout PNCS là tout. Nous sommes capables peut-être imagine nous capable prendre comme ça pour nous manger un plat chaud. Mais nous évoquons pas cet aspect là, mais nous quitter. Parce que si on n'avait pas toute cette préoccupation, nous n'avons pas gagné niveau financement monétaire ça à tout. Qui veut dire que nous avons gagné un good qui a gagné beaucoup plus de valeur. Nous comprenons? L'inflation, il n'est pas privé dans le niveau ça. L'inflation nous anticiper pour faire exercice là. Donc c'est pour dire que si nous quitter subvention, c'est-à-dire que l'État va être en mesure d'investir beaucoup plus au titre d'investissement public et ça, l'État peut porter beaucoup plus de croissance réelle pour nous. C'est pas un 1.3, une croissance rabougrie, chétive, nous comprenons? Donc, subvention, c'est un poids. Donc, comme je vous dis, la situation est telle que ou pas qu'à envisager le cognac. Yep. Dépenses d'investissement public là, c'est 38,4 milliards de gouttes. Donc, nous prenons pile dépenses courantes, on a retourné sur la masse salariale là. 38,4 milliards de gouttes, donc 15,3 milliards de gouttes de financement local, c'est ça qu'on a porté sous table pour investissement public, et dont un point E de 23,1 milliards de gouttes. Donc, nous avons analysé là, regardez là, on est capable de prendre un paquet de subventions, on est capable de mettre dans l'investissement public, nous sommes capables peut-être faire croissance là aujourd'hui à base croissance un peu solide, mais l'ordre est plus facile pour dire que l'on en dedans parce que chaleur pas facile. Donc ça on dit là pour dépenser investissement public, avec exécuté ça. Dépenses investissement public, oui, des dispositions sont prises parce que nous faisons pari pour nous quitter zone de turbulence, zone de décroissance là, pour nous renouer avec une croissance même modeste. Donc pour cela, nous dit et pour booster cette croissance, il faut que nous-mêmes les investissements publics, il faut que l'État fait premier pas. Investissement public, année ça, il y a des engagements fermes qui sont pris au niveau du gouvernement. Des dispositions sont en train d'être envisagées de manière à ce que tout ministère qui est impliqué dans la réalisation de projets sur financement trésor public pour mettre tout en œuvre de manière à ce que les dépenses puissent être exécutées et cela avant le 30 septembre. Qui veut dire qu'il y a beaucoup de ces dépenses-là qui sont déjà engagées. Le ministère des Affaires sociales lui-même, il prend le temps pour le préparer parce que là, pour les programmes sociaux, nous disons notre travail pour améliorer la gouvernance. Fois ça, dépenses sociales qui pourraient le faire, le ministère des Affaires sociales travaille sur des jeux de documents. Qui veut dire pour nous gagner des rapports qui produisent en même temps que dépenses à exécuter. Ça va faciliter la reddition de comptes. Qui veut dire au niveau de la Cour supérieure des comptes, qui veut dire rapport, ça a un format rapport, c'est des formats de rapport qui va être, et je dirais, uniformisé. Qui veut dire, le programme n'a fini exécuté, tout le monde qui voulait même poser des questions, il y a un rapport, ça est disponible. Bon, mais comment on est terminé avec vos chers collègues ministres? Pour terminer, permettez-moi dans ce contexte particulier de faire appel à la compréhension de chacune et de chacun d'entre vous en vue de travailler ensemble pour une meilleure gestion de nos maigres ressources disponibles. Une fois de plus, je vous invite à prioriser les dépenses que vous estimeriez essentielles pour le fonctionnement de l'administration. Car il va de la participation et de la responsabilité de nous toutes et de nous tous afin de préserver les grands équilibres macroéconomiques garants d'une croissance économique viable. L'on parle les gros français, ça, comme ordinateur. L'on parle de réunion, ça, ou à en retard. Bon, je dois dire que c'est pas facile. Vos amis ordinateurs. Non, c'est pas facile. Parce que, bon, nous comprenons, pour les gens qui pas du sérail, dans le système, on gagne des garde-fous qui posent. On gagne les contrôleurs financiers, c'est la porte d'entrée. Et puis, on gagne le comptable public qui intervient, je dirais, en queue de la chaîne. Mais le contrôleur financier a exercé un premier contrôle. Et le contrôle l'exercer, c'est pour regarder est-ce que pièce ou bail est bon, est-ce qu'il y a une disponibilité, est-ce qu'il est inscrit la caillou, est-ce qu'il y a un cop qui l'a pour ça. Mais là, nous venons rendre compte. Après, il va le passer à aller joindre comptable public, lui-même qui va regarder si ça est conforme, il va faire une série de comparaisons pour regarder toute bagaille. Mais le ministre des Finances est obligé d'intervenir avant ça. Le travail à faire, c'est pour le ministre des Finances. Mais le ministre des Finances est obligé, dans la situation où il y a, d'intervenir avant le contrôle budgétaire. Pour le dire qui ça,
oui, dépense ça a passé, non, il n'est pas passé. C'est l'œil fin dit ça, contrôleur financier lui-même, il est capable de regarder, est-ce que comme ça, il était prévu dans le budget. Ça a demandé un autre arbitrage, c'est un travail. En plus, pour le ministre des Finances, qui est obligé à faire arbitrage. C'est ça que tout à l'heure, on a parlé de l'université. Ce n'est pas seulement l'université. Donc, c'est pratiquement le même bagaille là avec les ordonnateurs. Bien sûr. Les ordonnateurs, parce que en général, l'ordonnateur, lui-même, il doit sortir dans l'autre horizon, dans l'autre monde, il n'est pas connaît ça qui a passé. C'est ça qu'il faut à chaque fois, il faut qu'on fasse appel à la compréhension. Pour dire, attention, il faut prioriser les dépenses. Là, nous dit prioriser les dépenses, qui veut dire nous-mêmes nous prenons en compte la spécificité de chacune des entités. Nous connaissons à prioriser les dépenses. Santé publique, par exemple, il n'est pas capable d'acheter vaccin. Santé publique, pas capable d'acheter réactifs. Nous comprenons? C'est même genre, éducation nationale, n'a priorisé, mais il n'est pas capable de dépenser quoi pour l'organisation des examens. Le ministère des Finances n'est pas capable d'acheter chèques pour lui faire émission de chèques. Qui veut dire que c'est chaque entité, en fonction de leur cœur de métier, nous garder qui dépense qui est vraiment essentiel pour le ministère. Ça, bien entendu, il y a une série de dépenses qui est incompressible et ça n'a pas fait l'objet d'arbitrage. Tant que nous parlons de carburant, une fois que nous entendons son quota, donc qui veut dire que c'est facile de continuer à acheter. Si nous avons payé, par exemple, pour assurer la sécurité des bâtiments, nous connaissons ça aussi des dépenses incompressibles, au même titre que les salaires. Alors, on me dit que là, même gens avec la Kaila, maman avec papa, au compte moi, je suis Kaila. Papa me dit, ah, je ne maman, le Premier ministre là. Pas le ministre, le Premier ministre. La pauvre, mais oui, d'accord, pas de problème. Elle parle à la ministre finance, quand il y a ministre finance, pas de comme là, il est obligé pour une mauvaise réputation. Il va aller comme à droite, il va aller comme à gauche. Et ça fait moi qu'on parle là. Soyez assurés, des efforts supplémentaires seront déployés en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale et le renforcement des capacités d'administration fiscale et douanière afin de disposer de beaucoup plus de ressources dans le budget 22-23 pour permettre à chaque ministère sectoriel d'avoir une enveloppe budgétaire à la hauteur des objectifs fixés. Mais, ordonnateur, bien, c'est pas tout. Je ne suis pas là. Je suis comme la Kounia. Mais là, c'est ça, il fait nous faire appel à ça, nous relais, avant tout, on est citoyen. Qui veut dire ordonnateur sont citoyens liés. Donc, on est là dans le cadre de ça, nous relais, où on a un service public. Et service public, là, il demande pour aller au-delà de tout. Je veux dire, où c'est mini, je dis, tu as l'autre monde qui était là avant, ou là, demain, il y a l'autre. Mais il faut qu'on même nous préparer pour demain, mon cap venir, il ne pas jouer une bagaille dans la même situation que ou même moi, vivre aujourd'hui. Tant que nous parler, nous dit, ok, c'est vrai, on se serre la ceinture maintenant, mais dans le même temps, nous dit, nous avons fait effort avec la douane, avec DGI, pour nous voir s'il y a plus de recettes qui entrent. S'il y a plus de recettes qui entrent, c'est sûr que la trésorerie nous va améliorer. Donc, a gagné plus de facilité pour nous réaliser des dépenses. Donc, on est très conscient de la situation. Et puis, en plus, leur point économie, tant que l'économie haïtienne, c'est l'État qui est censé et employeur. Et puis, toute entreprise, pour la plupart, qui sont visés comme clients, c'est l'État. Mais on parle de prioriser des dépenses surtout, et c'est l'efficacité, c'est l'efficience. Parce que lorsque le ministère, même tout, petit casse l'argent, mal géré le dos. Ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas plus de motivation pour payer taxes. Et taxes là, même, sont qui difficile pour entrer dans les conditions. Moi, je fais une grosse promesse là. Chaque fois, on pense qu'on peut gagner l'élargissement de cette fiscale là et qu'on peut renforcer la capacité d'administration fiscale et douanière en 22-23. Bon, en 22-23, ce qu'on peut dire, c'est que là, avec les partenaires techniques et financiers d'Haïti, nous avons un effort qu'a fait sur plusieurs domaines. Nous travaillons, tant qu'on a dit, au niveau de Direction générale des impôts, Administration générale des douanes, le Trésor public, nous travaillons pour gagner une communication qui est faite entre ces entités. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui importe au niveau de la douane ne soit pas répertorié au niveau de la Direction générale des impôts. Et quand ça parle longtemps, ministre. Et oui, on est conscient, mais là, nous connaissons des pas qui a fait et pour nous-mêmes arriver dans les paiements en ligne. Qui veut dire que les contribuables n'ont pas besoin de déplacer à partir de compte. Et là, nous avons dit c'est des travaux qui sont en cours. Donc, qui étaient commencé à faire déjà, qui étaient campés dans la route, nous réactiver tout. Et puis, nous en pour parler avec la Banque centrale, qui lui-même, c'est la mère de toutes les banques, pour nous briver, faire le paiement en ligne, rivé, il y a un bagage qui est réalisé le plus rapidement possible. Autre élément,
avec la République dominicaine, nous connaissons un parti qui sorti dans contrebande qui passait par la frontière. Donc, nous travaillons pour gagner échange d'informations. Nous disons ça plusieurs fois déjà, mais à chaque fois qu'il y a des changements, qui veut dire obligé pour un temps, perdre un temps pour arriver à mettre ça nous dit en opération. Donc, discussion est très avancée et en cela, on est appuyé par la communauté internationale qui, eux-mêmes, ils rendent compte avec un niveau de pression fiscale assez faible, donc qui veut dire nous pas aucun côté nous pour aller. Donc c'est pourquoi on a parlé 48,8 milliards de gouttes de recettes douanières. Combien ou même le 22-23 ou espérer entrer? Et pour 22-23, donc là on est à 5,5 en moyenne au niveau de la douane. Pour 22-23, on va être beaucoup plus ambitieux. Parce que au niveau de la douane, comme dit, et c'est beaucoup plus des mesures administratives. On va renforcer le contrôle, c'est-à-dire les marchandises qui arrivent en général en circuit vert. Donc, nous pourrons aller. Ça veut dire qui ça? Et bon, c'est des importations qui sont faites et la plupart du temps, c'est les mêmes importations qui sont réalisées et puis les importateurs sont réputés, et je dis sincères, dans leurs déclarations. Et sous base de ça, marchandises, le vini, il y a juste la Kaili, et puis la douane réservée le droit, il fait des contrôles. Après, il y a fin by nani. Mais là, dans le cadre de renforcement du contrôle, nous faisons obligation à la douane pour gagner au moins 2% dans l'importation qui est contrôlée. Qui veut dire si nous avons 10 conteneurs, qui veut dire ou quelqu'un B2. Donc, vous pensez qu'on arrive à 90 milliards de gouttes de cette douanière? 90, 6 x 12, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais en termes de potentialité, l'ILA. Ouais. L'ILA. Mais nous-mêmes, nous ne pas viser parce que là, il faut être réaliste. Sauter dans 48 pour nous tomber à 90, okay. C'est pratiquement 100%. Son député virtuel qui pose aux questions. Et en bas, cette dernière partie là, le ministre n'a pas pile chiffre là, étant nous va les terrains en pile là. Bon dernier tableau, soit fait, un peu de monde qui prétend là, soit fait de salaire qui parle de modification de 15%. Mais tu as quand même, inflation plus que 20, mais 15 là quand même pour ton support. Comment va le salaire ça là? Bon, mettez tableau pour nous. En général, nous voulons porter précision ça. L'inflation, côté l'État qui a fait l'économie, c'est dans le niveau salaire. Parce que salaire là, même côté où il a fait ajustement, c'est jamais le niveau d'inflation qui est retenu comme base pour ajuster les salaires. Donc, ça a été fait l'année 70, mais je vous dis à la loi, ça, ils font coupe. Côté que vous alimentez l'inflation. Oui, oui. Yeah. Donc, c'est pas beaucoup plus inflation qui fait nous adresser le problème salaire là. Vous connaissez le gain, un élément dans la chaîne au moyenne et la répercussion elle est totale, c'est sur toute la chaîne. Nous prenons le salaire minimum qui passait à un peu plus de 600 gouttes contre un peu plus de 400, donc qui vient faire que vous avez un paquet de monde qui est dans l'administration publique là, yo même qui te un salaire qui en deçà du salaire minimum, qui vient tourner en deçà du salaire minimum. Donc, qui veut dire ou obligé ou ajuster mon yo. Et comme c'est une chaîne, l'on ajuste mon en bas, eh bien, pour venir de l'autre monde, il vient de passer sous yo. Donc, vous pas capable gagner des gens qui sont dans l'université qui gagnent le même niveau de salaire avec le petit personnel. Donc, qui veut dire ou ajuster, et puis ainsi de suite, ça va avoir des répercussions. Et tant qu'on domino jusqu'à ce qu'on arrive sur le monde qui. Mais tout le monde veut dans ça? Oui. Pas dans la même proportion. Okay. Donc, nous avons dit qu'il passait de environ 15 à 40%. Donc, avec la plus forte hausse pour les gens qui se situent au bas de la chaîne. Donc, mettez tableau pour nous parce que nous avons possibilité pour le public de capable de. Par contre, on attend un tableau qui soit capable de. Malheureusement, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas gagner un chiffre, et comme si pour me connaître le niveau de salaire. Donc, c'est peut-être un technicien budget qui est capable de chiffre. Grosso modo, je sais que l'impact sur la masse salariale, elle est considérable, c'est un peu plus de 6 milliards de gouttes pour le restant de l'exercice. OK. Nous comprenons? Qui veut dire, si nous avons dit, nous extrapolons nos deals pour 12 mois, qui veut dire qu'il y a un peu plus de 12 milliards de gouttes. 12 milliards de gouttes d'augmentation? Oui. Mais est-ce que nous avons conscience tout de
nécessité plus productif tout, pour nous capable de service public là, pour nous, même je n'ai fait pression pour entrer plus comme la douane là, mais pour nous payer taxes tout plus facile tout. Et pour capable de plus comme parce que ça m'a dit c'est ça qui est-ce que c'est pour l'OBCE donc faut que nous capables de nous entendre entre deux parties. Donc ça doit permettre nous d'arriver à une amélioration en termes de productivité et qui sortit bon côté les fonctionnaires. Et bon, nous comprenons qu'il y a un pilote et un grand tableau pour nos élèves. Il y a un pilote élément pour nous prendre en compte tout qui a même alimenté ça nous a carrelé la démotivation et qui est observée et je dirais au niveau de certaines entités. Moi, je dis certaines, c'est parce que ce n'est pas toutes les entités. Et donc là où il y a pléthore en termes de, je dirais, bras, en termes de personnel, donc c'est là où on a au niveau de productivité qui est même assez faible. Donc nous-mêmes, là, nous avons deux bagages à faire en même temps. C'est faire apurement au niveau de épurer la feuille de paix de l'État, qui veut dire qu'on a un effectif qui est moins pléthorique, et puis en même temps, il y a une amélioration au niveau de salaire. Donc ça t'a supposé augmenter motivation bon côté mounio, et du coup, tu as fait productivité à augmenter. Donc, un autre élément, nous gagnons, m'a profité et signalé, c'est que là, dans le moment où on a parlé, l'État prend des dispositions pour les faciliter, ou du moins pour inciter les gens qui ont plus de 65 ans dans la fonction publique à aller à la retraite. Donc, il veut dire que nous allons faire deux bagailles, deux objectifs vont être poursuivis. Premièrement, c'est diminuer l'effectif de la fonction publique en vue d'une meilleure organisation, parce qu'il y a un côté qui a plus de monde qui a besoin, et en même temps, il y a un série de côtés qui a besoin de monde, mais qui n'est pas qu'à embaucher. Okay? Parce que pas de provision qui est créée pour permettre de prendre monde. Qui veut dire, et la politique qui est adoptée, c'est que si il y a deux personnes qui sortent, il y a permettre à l'administration d'entrer un monde. Qui veut dire, n'a réduit ma salariale là, n'a réduit l'effectif là. Et les gens qui peuvent aller là, il a bénéficié d'une prime de départ. Une prime de départ qui est là pour tout le monde. 65 ans et plus. 65 ans et plus. Et les gens qui parlent de la retraite, on peut augmenter les pensionnaires, ils ne peuvent pas gagner ça. Et pensionnaires, donc en général, quand il y a augmentation au niveau du salaire, donc toujours gagner un bagage qui fait tout pour les pensionnaires. Donc c'est sûr que au niveau de la pension civile, déjà, il y a des simulations qui sont en train d'être réalisées. Comme on connaît, il faut que le budget a été voté d'abord pour nous être capables d'acter l'ajustement au niveau de la fonction publique et puis pension civile pour emboîter le pas. Donc moi, je vois que tout personnel enseignant a bénéficié de ça, secteur médical là-dedans, professionnel policier. Et qu'est-ce qui est dehors là? Tout le monde là? Non, pas de monde qui est dehors. Tout le personnel administratif et technique, donc tout le monde net. Tout le monde. Et calé d'augmentation jusqu'à 49%? Oui. Bon, monsieur le ministre, pas une question à poser? Vous êtes fatigué? Non, bon. On est là, c'est pour apporter tous les éléments qui puissent éclairer la population. Tout à fait, tout à fait. Donc nous remercions, bon, c'est une bague parlement qu'on y a là, donc vous devez faire exercice là avec nous. Et soit bien aimé ça que fait la télévision le dimanche soir, bien ça les chiffres là. Non, nous pas de problème. Bon, tout chiffre là, tout le monde y aurait. Alors, nous pas parler de budget 2022-2023. Qui a commencé là. Et les travaux de lancement vont démarrer dès lundi. Ah bon? Oui. Parce qu'au fait, là, on est conscient. Nous faisons un budget là, parce que le budget est avant tout un acte participatif. Qui veut dire, principe ça, il n'est pas respecté l'offre un budget dans mi-temps année. Parce que vous courir, tant que vous fait budget là, si vous quittez semaine, ça va passer, il y a des bateaux gaz qui viennent, ça va obliger porter à revisiter ce que vous mettez comme subvention. Qui veut dire, si vous n'avez pas comme ça, pour gagner temps fait, c'est ou bien vous allez envisager l'autre coupe dans les dépenses, pas gagner dépenses ou qu'à couper encore. Donc, qui veut dire, si vous voulez équilibrer le budget, c'est ça qui va le faire. C'est financement monétaire ou prêter comme dernier recours. Donc, ou même ou pas la donne. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes,
nous prenons des dispositions. Le budget 2022-2023, nous allons respecter tous les grands principes qui commandent à l'élaboration du budget, qui veut dire on va avoir un budget et qui va être participatif, c'est-à-dire les différents acteurs, les différentes composantes de la société vont être impliqués, vont être consultés dans la préparation du budget. C'est pourquoi nous voulons dès maintenant nous mettre au travail pour nous capables de respecter toute étape dans la préparation budget 2022-2023, de manière à ce que l'exercice 2022-2023 approuvé pour nous avons un budget qui par un budget reconduit. Vous pensez quoi pour un budget 1er octobre 2022 à là? Donc je donne la garantie que le budget a être prêt avant même que nous arrivions dans le 30 septembre. Et la participative, ça veut dire qu'on va consulter des groupes de monde? Oui, il y aura des déplacements à être effectués même dans les régions pour aller recueillir, et je dirais, les préoccupations et tout ça, mounio, t'avlé poté, t'avlé tendé qui est inscrit dans le budget 2022-2023. Et qui va certainement utile à tout le monde qui a besoin pour un pouvoir, dans quel que soit le niveau que vous allez aller. Quelle est une élection? Et bon, là, c'est. Ah, bah, bon. Non. On est bon petit bail quand même pendant le Parlement. Un dernier mot, monsieur le ministre? Bon, au fait, mon dernier mot, c'est pour remercier, et je dirais, l'équipe du ministère qui vraiment a fait montre de grande disponibilité et surtout qui a mis en avant tout son savoir-faire pour nous aider à doter le pays d'un budget, même quand c'est en retard, mais on reconnaît que la conjoncture n'a pas été tellement favorable, mais je peux dire que grâce à leur appui, en dépit de la situation délétère en termes de sécurité qui existe dans le pays, et puis c'est pour dire aux gens, je pense que avec ce qu'on est en train de construire avec le Fonds monétaire international, parce que là on s'attend... Comment encore là, il a signé déjà? Et ce n'est pas encore signé parce que juste avant là, nous avons travaillé pour nous mettre d'accord sur les derniers éléments du texte. Donc le budget faisait partie des mesures qu'on devrait, parce que pour la communauté internationale engager l'ensemble avant, il faut qu'il y ait un cadre, et pour les ressources et pour les dépenses. Donc avec le fonds, donc là, il y a une étape de franchie, c'est-à-dire on a un budget, c'est-à-dire tout le monde en termes de prévisibilité, côté gouvernement voulait aller. OK? Donc ça, c'est une étape. Donc là, nous pensons que dans un avenir pas trop lointain, on devrait normalement arriver à avoir l'accord avec le Fonds monétaire pour le programme de référence SMP. Donc, et ce programme-là, qui va s'étendre sur 12 mois, et après les 12 mois, donc on aura là un autre programme avec le Fonds monétaire qui va être plus large, et ce programme-là va être assorti de financement. Parce que ça, nous vient là, avec le Fonds monétaire là, il n'y a pas de comme cap venir avec sorti de Fonds monétaire international. Beaucoup plus à pouvoir route là pour nous recevoir appui budgétaire de l'autre. Okay. Mais après 12 mois, donc le gouvernement qui sortira des élections, lui-même, il pourra devenir un pays qui réconcilie, si on peut le dire ainsi, avec les institutions financières internationales, qui veut dire, ça, il y aura beaucoup plus de moyens et au ministre Cap Veni, il n'y a pas autant de problèmes que là, je dis. Donc, c'est ça, moi, je l'ai dit. Donc, les perspectives, je pense qu'il y a un temps pour nous retourner sur eux parce que la situation, elle est telle qu'elle est d'une volatilité telle que c'est difficile, même les gens les plus doués, les plus expérimentés en termes de prévision, c'est difficile pour joindre là des hypothèses qui puissent tenir. Donc, nous pensons dans l'avenir pas trop lointain et nous avons gagné pour nous faire d'autres interventions, notamment pour nous capables d'informer Mounio de l'avancée qu'a fait dans le cadre d'élaboration budget 22-23. Avec plaisir, chaque 2 samedis, nous devons parler de budget 2023, nous disponibles, espace là pour nous. Mais réellement, son bagage historique que nous faisons là, c'est pour la première fois dans l'émission Investir, nous sommes ministre des Finances et nous prenons toutes données, nous exposons sous tableau.
et nous avons souhaité que ça soit construit pour qu'au niveau du Parlement et que nous capable ouvert. Et ça me donne même, nous comprenons, c'est le ministre finance qui vient parler là, mais chaque ministre était supposé venir défendre et parler pour contre lui. Et nous avons souhaité dans le prochain Parlement que nous allons gagner, que lorsque il y a un exercice budgétaire là, que chaque secteur, chaque ministère vienne montrer ça l'a réalisé, parce que le budget n'appartient pas au ministère des Finances. D'abord, c'est le Premier ministre qui a pour obligation pour le les grandes lignes, son ordinateur, et même me dit, mais ça pour faire, après réaliser, après chaque monde qui parle, pour expliquer mieux. Merci beaucoup et bon week-end. Merci, bon week-end à toi aussi, Oro. Donc, merci aux techniciens qui nous ont permis de réaliser, je dirais, cette formidable émission. Merci beaucoup. Merci.